tarja topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? Quando nunca a noite foi dormida, o que faz falta? Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? Quando nunca a infância teve infância, o que faz falta? Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Quando um cão te morde uma canela, o que faz falta? Quando a esquina sempre uma cabeça, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Quando um homem dorme na valeta, o que faz falta? Et bonjour, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à cette émission La vie devant soi sans frontières, et vous êtes à l'écoute de Radio Doc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui va nous émerveiller dans le monde du mouvement. On va rentrer dans le monde du mouvement où le corps et l'esprit se fusionnent. Avec nous, on a le plaisir d'accueillir Gilles Guégan. Il est pratiquant d'aïkido depuis 1994. Il est aujourd'hui enseignant d'aïkido et en même temps, il est président de l'association Lozère Taïkido. Depuis des années que Gilles Guégan pratique l'aïkido et qu'il a le plaisir aussi de l'enseigner. Et celui qui a le plaisir de le connaître, il sait qu'il a été né pour enseigner et pour aider les autres à progresser. Donc, je l'accueille avec plaisir. Bonjour Gilles Guégan et bienvenue. Bonjour Elder. C'est un plaisir que tu sois avec nous et en plus, je dois l'avouer publiquement, c'est un plaisir pour moi que tu sois aussi mon professeur d'aïkido. Je te remercie beaucoup tout ce que tu m'as apporté pendant ces années. Et celui qui a le plaisir de pratiquer avec toi, je suis sûr qu'il est bien heureux parce que tu es quelqu'un du détail, quelqu'un qui aide l'autre avec précision à découvrir son corps, à avoir conscience de son corps. Et par là, je voudrais débuter pour te poser quelques questions, tandis que c'est toi l'invité et c'est toi qui vas nous enseigner des choses et qui va nous émerveiller avec ton savoir. Alors, dis-moi, Gilles, tu as débuté l'aïkido en 1994. Oui. Qu'est-ce que t'a motivé à faire cette démarche? Oh, c'est simplement le fruit du hasard. Hein. Je travaillais à l'époque avec un ami qui pratiquait lui-même et qui m'a amené un jour à un cours d'aïkido à Moissac. Et je ne connaissais pas du tout cette pratique. Et ça m'a bien donné l'envie. Même ça, j'étais assez curieux et étonné de cette discipline. Mais au début, effectivement, un peu comme tout débutant, je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait. J'étais assez étonné de la forme, des spirales, de toutes ces formes
qui était vraiment très intéressante. Et j'ai quand même accroché visuellement, même si au début j'ai eu beaucoup de mal, et petit à petit c'est quelque chose qui m'a passionné complètement. Alors, est-ce que à ce moment-là, tu avais pratiqué d'autres arts martiaux ou d'autres types de sports? J'avais déjà pratiqué le karaté 3 années de suite étant jeune, à partir de 10 ans. Et j'en étais resté là après, quoi. Mais voilà, j'ai vu tout de suite quelque chose de complètement différent, quoi. Alors, quand tu as été invité pour être présent dans un cours d'aïkido, c'est ça? C'est bien ça que s'est passé? Eh bien, on m'a tout de suite, je suis allé voir un cours et on m'a autorisé à monter sur le tapis pour essayer. Et voilà, quoi. Et à ce moment-là, tu as senti que c'était pour toi ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, j'étais très important. étonné et très perdu surtout. Le premier cours, j'étais absolument perdu, quoi. Face à une attaque de suite, j'étais presque catastrophé puisque je ne voyais pas vraiment le but de la discipline au départ, etc. Mais j'étais quand même assez estomaqué par les déplacements, cet art martial un peu étrange que certains comparent à de la danse, un peu quelque part. Et c'est vrai que toutes ces spirales, tous ces mouvements très ronds, ça paraissait très agréable en même temps. Et l'envie quelque part aussi de tomber un peu dans ce monde, quoi, d'explorer un peu cet étrange art martial. Alors, c'est là ma question. Donc, au début, tu dis que tu étais un peu perdu. Alors, c'était quoi pour toi le déclencheur ou la motivation qui a fait que tu continues à pratiquer ça? Ah, alors ça, il y a eu ensuite, puisque mon prof d'aïkido personnel, lui, avait débuté à Moissac aussi et a commencé à monter une petite session à la cour de Visa dans le Tarn-et-Garonne à l'époque. Et il a démarré évidemment très modestement. Il venait d'avoir sa ceinture noire et tout, et petit à petit, il a gravi aussi quelques échelons. Il a fait beaucoup de stages. Et autour de ça, ensuite, on a été se greffer un peu dans une petite salle à Lozerte pour finir ensuite à la salle des fêtes de Lozerte. Et de là est né un peu le club de Lozerte, effectivement. Et ça a été vraiment un énorme plaisir de suivre Serge Karakatchev, en l'occurrence, pendant quelques années. Alors, c'était un peu cette convivialité, cette amitié qui t'a aidé à débuter l'aïkido, alors? Oui, mais aussi l'esprit de Serge lui-même, qui avait un esprit très convivial, où on a suivi d'ailleurs la tradition depuis, où après chaque cours, voilà, on reste un peu ensemble, on boit un petit coup ensemble, on grignote quelques trucs, et surtout, c'était à chaque fois très ouvert à la discussion. Alors, si on avance un peu dans le temps, tu as été son élève pendant quelques années, et à un moment donné, si je connais bien l'histoire, lui, il t'a invité à devenir toi-même le prof, à prendre la responsabilité des cours. C'était un peu comme ça? Oui, ça a été à peu près au bout d'une dizaine d'années avec Serge, où petit à petit, et par son enseignement, etc., on est arrivé à quelques-uns à passer ce qu'on appelle le shodan, c'est-à-dire la ceinture noire. Et voilà, après Serge, ayant le désir de partir pour Madagascar, pour moult raisons, il est parti là-bas à Madagascar, il m'a dit, c'est toi le plus ancien, tu prends la relève. Et voilà comment je suis devenu, à mon tour, professeur. Alors, est-ce que tu te sens bien dans la peau d'un professeur, d'un enseignant? Le début a été très difficile. Et quand tu dis très difficile... Le début était très difficile parce que je ne suis pas spécialement d'un genre vraiment extraverti, mais plutôt le contraire. Donc, faire l'effort de se mettre en avant devant les autres, etc., au début, ça a été difficile pour moi, effectivement. Et petit à petit, en faisant des stages à Toulouse ou ailleurs, etc., et à force de faire cours, on finit par prendre une certaine assurance. Et à la fin, on se rend compte vraiment qu'on aime ça et que quelque chose a changé en nous. Et après, on attend ce moment, quoi, 2 fois par semaine, justement, pour enseigner, pour faire cours, parce que c'est devenu un réel plaisir. Une autre approche, un travail sur soi. Sur le site de Lozerte Aikido, donc l'association, elle a un site, c'est www.lozerteaikido.com. T'as une phrase que je pense qu'elle va rester pour la postérité, qui me plaît beaucoup. Tu dis, le travail avec l'autre m'a fait découvrir une certaine force intérieure dont je ne soupçonnais pas l'existence. Est-ce que tu veux commenter un peu cette phrase que tu as mise sur le site Lozerte Aikido?
Et l'aïkido, de toute façon, il n'y a pas d'aïkido sans le travail avec l'autre, avec un partenaire. Mais c'est justement c'est cette roue, ce yin-yang à deux, qui vous fait découvrir quelque part certaines choses qui sont cachées en vous, des choses que vous ne connaissiez pas avant. C'est-à-dire une certaine assurance de soi, un certain sang-froid face à toujours un cas difficile qui arrive en face de vous. Il y a toujours une attaque qui arrive en face de vous. Donc, petit à petit, ça vous apprend dans la vie peut-être à garder le sang-froid par rapport à des événements qui peuvent être durs, par rapport à des situations difficiles de tous les jours. Donc, l'aïkido, quelque part, vous sert tous les jours dans la vie. Alors c'est très bien parce que bon, alors là on peut faire un point avant d'avancer parce qu'après j'aimerais quand même rentrer dans ton expérience et dans les stages que tu as fait et les maîtres que tu as connus. Mais pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont à l'écoute, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens déjà pour le donner, parce que le grand but que tu sois là, c'est pour diffuser cette art martiale qu'est l'aïkido. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui sont à l'écoute pour qu'ils aillent le découvrir? Donc ici, dans le coin, ils ont une école à Moissac et une autre école à Lozère. Un très bon dojo à Moissac, dont je salue les collègues. Je salue très cordialement Patrice et Philippe, qui sont des amis. On se voit de temps en temps dans les stages aussi, et je leur fais un petit coucou. Mais voilà quoi, de donner l'envie aux gens d'aller vers l'aïkido. Mais pour différentes raisons, peut-être. Il y a des gens, souvent c'est une question d'ego, il y a des gens qui en ont beaucoup trop, il y a des gens qui n'en ont pas assez. Donc celui qui n'en a pas assez va découvrir au fur et à mesure de sa pratique, peut-être la façon de se mettre un peu plus en avant dans la vie, d'oser les choses, etc. Et peut-être celui qui en a trop, ça va le calmer un peu dans ses ardeurs, comme on dit, et de revenir à peut-être à une certaine modestie dans la vie qui est tout à fait intéressante. Alors, pourrais-je dire que l'aïkido, il aide la personne à travailler la confiance en soi? Ah, tout à fait. Et comment peut-on expliquer ça aux gens, que le fait de pratiquer une art martiale l'aide dans sa confiance en lui-même? Puisque je pense que c'est d'abord la cohésion entre le corps et l'esprit. Mm-hmm. Ça aide vraiment à associer les deux choses, oui, le corps et l'esprit. C'est-à-dire, dans la pratique, c'est trouver son équilibre, trouver ce qu'on appelle aussi la puissance quelque part, l'emmagasinement du ki, qui est la puissance vitale, etc. Et où on arrive dans un mouvement à trouver, toujours évidemment en corrélation avec son partenaire, une cohésion, un travail à deux. C'est pas un travail tout seul. Et vous avez en face de vous un partenaire, ce n'est pas votre ennemi, c'est la personne qui travaille avec vous. C'est un travail à deux. Et justement, le fondateur de l'aïkido a fait en sorte que, même si l'aïkido est issu de techniques guerrières qui pouvaient tuer à l'époque, il a décidé d'en faire un art martial basé sur la paix, voilà, et sur le respect de l'autre. Donc le travail en aïkido n'est pas quelque chose de violent en soi. Donc c'est très agréable aussi pour les gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas les coups, etc. sur un ring. Mais l'aïkido est fantastique à découvrir sur un tatami. C'est vraiment l'expression d'un travail à deux dans un esprit de paix. C'est très intéressant. Alors c'est peut-être la seule art martiale qui n'a pas de compétition. Exactement. Il n'y a pas de compétition en aïkido. Donc le fait, quand on pratique, le partenaire, il est jamais le même. Non, puisque généralement au cours d'une session, d'un cours, il peut y avoir, je sais pas, 6 ou voire 12 ou voire plus de personnes, mais disons qu'à chaque mouvement que montre le professeur, à chaque fois on change de partenaire. Donc on a une nouvelle question en face de soi. Quelqu'un qui n'a pas la même morphologie. Vous pouvez passer d'une personne petite à une personne très grande ou à une personne très costaud en face de vous. Et à chaque fois, le cas n'est pas le même, la situation n'est pas la même. C'est très intéressant à travailler. Alors, une chose qui m'a plu à moi, je ne sais pas si à toi, mais c'était le fait que pour devenir un pratiquant d'aïkido, on n'avait pas besoin d'avoir ce concept de force. Donc, comment je pourrais le mettre d'une façon simple? Donc, ça m'a beaucoup motivé, le fait d'apprendre à utiliser la force ou l'énergie de l'autre. De ne pas travailler en opposition, mais en harmonie et en absorption. Alors, je sais pas si à toi ça t'a motivé, mais ce fait, il m'a vraiment, à l'intérieur, il m'a vraiment apaisé.
parce que j'avais toujours l'impression, dans la plupart des arts martiaux, des sports que je connaissais, que c'était celui qui avait plus de force physique, qui était le dominant. Et l'aïkido, il m'a appris à que non, c'était pas tout à fait ça. Alors, en tant que professeur, qu'est-ce que tu essayes de transmettre à tes élèves? Est-ce que la force physique, elle a de l'importance? Ou ouais, on est dans une autre dynamique quand on pratique l'aïkido? Je crois complètement une autre dynamique, quoi. La force physique n'a plus tellement sa place. En fait, c'est vraiment absorber ce que donne l'autre. Si quelqu'un vous balance ce qu'on appelle un tsuki, un coup de poing, quoi, mais le but n'est pas de s'effrayer devant ce coup de poing, mais de le laisser passer, etc. C'est toujours utiliser l'énergie de l'autre. Utiliser complètement, oui, l'énergie de l'autre, quoi. Tout ça dans le relâchement, en fait. Si on est crispé en face de l'autre, on ne peut pas y arriver. C'est vraiment arriver à avoir la paix intérieure, la tranquillité de l'esprit, le relâchement et la tranquillité. Et simplement, à partir de ce moment, on peut voir arriver les choses, on peut anticiper les choses. Mais c'est surtout, voilà, utiliser par un mouvement qui peut être rotatif, qui peut être elliptique, qui peut être en spirale, etc. C'est jamais carré l'aïkido, c'est jamais quelque chose de droit. C'est toujours dans un mouvement de vague, un peu comme la mer ou les trucs comme ça, quoi. C'est très intéressant pour ça. Il n'y a pas de mouvement statique en aïkido, il n'y a pas d'opposition frontale avec l'autre, ça n'existe pas. Alors tu viens de donner plusieurs clés. Donc si on a parlé que la pratique de l'aïkido, elle apporte sans aucun doute un développement de la confiance en soi, tu viens de dire qu'elle apporte aussi de cette paix d'esprit, qu'elle apporte cette connexion entre le corps et l'esprit. Une tranquillité, tu as parlé de cette tranquillité. Mais au début, tu avais dit qu'on se sentait un peu perdu, parce qu'il y a des noms qu'on connaît pas, il y a des mouvements, il y a comme ce que tu as dit, une danse. Donc ça serait sûrement plus simple de venir assister à un de tes cours. Je suis sûr que c'est plus facile pour toi sur le tatami d'expliquer l'aïkido qu'avec des mots. Et en plus là où on n'a pas d'image, on n'a que nos mots pour transmettre cette art martiale. Mais dans ton parcours, j'ai aussi remarqué que tu es quelqu'un très engagé et que tu as fait beaucoup de stages. Donc tu as connu beaucoup de maîtres, beaucoup d'enseignants. Qu'est-ce que tu pourrais dire dans ton expérience avec le contact que tu as eu avec des grands maîtres? Je pense qu'on pourrait commencer par Maître Tamura. Ah, tout à fait, mais c'est Maître Tamura qui était vraiment le haut responsable en France, même presque en Europe, de notre aïkido en quelque sorte, puisqu'on a suivi sa voie. Mais Maître Tamura, dans les stages, c'était presque magique, c'était de la magie de voir ce petit bonhomme un peu frêle, pas très grand du tout, et qui était toujours là où on ne l'attendait pas. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui lui balançait une attaque, il était mais à une vitesse assez fulgurante, de suite, il était à côté dans la spirale, l'autre était à terre, le temps d'une fraction de seconde. C'était très impressionnant. C'est plus tous qu'on pourrait appeler ses disciples, mais tous les gens qui l'ont suivi en France, etc. Donc on a fait aussi beaucoup de stages et on en fait encore bien sûr avec tous ces élèves qui lui ont été proches pendant des années. Et à chaque fois, c'est une découverte puisque chacun a un peu son style, chacun nous apporte quelque chose. Et en tant que professeur, on ne peut pas évoluer en tant que professeur si on ne fait pas des stages ou des trucs comme ça. On va vite s'enfermer dans une routine et peut-être dans un train-train et au bout d'un moment, on va bloquer. Et pour apporter quelque chose à ses élèves, il faut évidemment voir les stages avec des hauts gradés, des 5e dan, 6e, 7e dan. C'est là qu'on peut évoluer. C'est là qu'est le travail pour un professeur en même temps. Donc le professeur lui est chargé aussi, comme il peut bien sûr, puisqu'il n'a pas le niveau de ces gens-là, mais de transmettre quelque chose, de transmettre ce qu'il a pu absorber comme connaissance au cours d'un stage et le rendre à ses élèves. C'est faire évoluer le club, qu'on avance tous ensemble à l'intérieur du club, grâce à
à ces stages. Voilà, moi ça m'apporte beaucoup. C'est-à-dire pratiquement un week-end sur deux, je suis en stage, ça peut être à Toulouse, à Tarbes, à Millau, n'importe où, dans toute la région Midi-Pyrénées, ou même des fois un petit peu plus loin. Mais à chaque fois, j'attends avec effervescence le jour de ce stage c'est toute une joie de partir à plusieurs dans une voiture et de se rendre à un stage comme ça. C'est fantastique. Alors pour quelqu'un qui au début se sentait perdu, au bout de toutes ces années, tu as quand même développé une passion pour l'aïkido. C'est remarquable déjà dans tes cours et dans tes mots. Je veux juste prendre 10 secondes pour honorer Maître Tamura et pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour l'aïkido en France et en Europe. Merci Maître Tamura et merci Gilles. Alors, je voudrais que tu voyages un peu dans le temps et que tu vas dans quelque chose de concret dans ta vie. Est-ce que tu peux accéder dans ton cerveau, s'il te plaît, à un stage en particulier que tu as fait avec Maître Tamura? Donc, je te demande vraiment d'utiliser ta mémoire et de choisir n'importe lequel, mais de choisir un stage avec Maître Tamura. Oh oui, bien sûr. Par exemple, Maître Tamura à Tarbes, la dernière fois, c'était l'année vraiment où il a disparu pratiquement. Hein, je pense que c'était en 2010, si ma mémoire est bonne, ou 2011, je ne me souviens plus très bien. Mais nous avons vu un petit bonhomme qui est arrivé sur le tapis, et même d'ailleurs il était malade et souffrant. De le voir arriver à petits pas, affaibli, fatigué. Et après ce qu'on appelle la préparation, c'est-à-dire pendant une bonne demi-heure, vous avez toute une préparation physique qui vous met en condition pour pratiquer l'aïkido. Après, vous voyez ce petit bonhomme d'un seul coup avec le sourire presque qui avait rajeuni et qui avait un énorme sourire et qui allait vers tout le monde pour montrer à un tel ou à une telle ce qui n'allait pas, etc. Mais toujours avec l'œil pétillant et un sourire formidable. Et dès que cet homme avait fini sa préparation, il était revenu à une condition physique phénoménale, quoi. C'était toujours explosif de le voir pratiquer. Alors pour celui que nous écoute, quel est ton avis, Gilles? L'âge, c'est important ou on peut débuter l'aïkido à n'importe quel âge? On peut débuter l'aïkido très jeune, on peut également, je pense, débuter l'aïkido, pourquoi pas à la soixantaine. Après, disons qu'on fait avec son corps. Si on a des difficultés aussi bien au niveau de la colonne vertébrale, etc., eh bien, on va éviter un peu les chutes, etc. Mais ça ne nous empêche pas de pratiquer l'aïkido. Donc l'aïkido, c'est aussi faire attention à l'autre. Ce n'est pas prendre quelqu'un qui a 60 ans et l'éclater par terre. Ce n'est pas le but. C'est toujours dans le respect de celui qui arrive, dans le respect du débutant. Et c'est à chaque fois les plus anciens qui sont chargés de prendre en main à chaque fois qu'un débutant arrive, c'est-à-dire les plus gradés, d'aller saluer un débutant et de le mettre en confiance et petit à petit aussi de lui faire apprécier l'aïkido. Donc c'est pas uniquement le travail du professeur, mais c'est le travail de tout le club en même temps. C'est ce qui est intéressant au niveau de la cohésion d'un club. D'ailleurs, je peux dire qu'à Lozerte, nous avons un club qui est formidable, avec des élèves formidables où on peut discuter. Si quelqu'un a des problèmes, tout le monde peut avoir des problèmes dans sa vie, après le cours, on peut en parler, l'écoute est ouverte, personne n'est jugé sur ce qu'il fait, etc. Personne n'est jugé sur d'où il vient, quelle est sa forme de vie et tout, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est discuter ensemble, tout simplement, et qu'on puisse ensemble amener quelque chose à celui qui pourrait avoir quelques difficultés ou autres. Je peux le confirmer, en tant que professeur, tu arrives vraiment à mettre la marque d'une famille. Donc, en tout cas, c'est mon ressenti, c'est vraiment cette impression d'être en famille quand j'arrive à Lozerte pour pratiquer avec tous les collègues de l'aïkido. C'est vraiment du bonheur de sentir ce côté de famille. Alors, je remarque assez souvent que il y a plus d'hommes que de femmes. À ton avis, quelle est la raison pour laquelle il y a plus d'hommes, même si aujourd'hui il y a moins, donc il y a de plus en plus de femmes, mais pourquoi, à ton avis, les femmes, elles ont un peu du mal à se mettre dans la démarche? Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de raisons familiales. En général, dans la société, c'est plutôt
la femme qui va s'occuper des enfants le soir, etc., de faire le goûter après l'école, etc. Il y a peut-être beaucoup plus de charges pour une femme. Effectivement, quand on part en stage, aussi bien à Toulouse ou ailleurs, il y a toujours un potentiel à peu près de 30% de femmes sur le tapis. Il y a toujours eu beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors, quelle est la raison précise? Moi, je pourrais pas te la donner, je ne sais pas. Mais à Lozerte, on n'est pas si mal que ça d'ailleurs, puisque on arrive pratiquement, nous, à 40%. Donc, voilà. Mais après, quel que soit le sexe de la personne, homme ou femme, il n'y a aucune différence, mais absolument aucune dans la pratique. C'est vraiment la discipline qui permet ce genre de choses merveilleuses. Et puis si on reprend la symbolique du yin-yang, il y a toujours le féminin, le masculin, il y a toujours les deux. Et justement, c'est un grand plaisir d'avoir au club, justement, on a quand même 40% de femmes. Et c'est un plaisir de travailler aussi bien avec des femmes qu'avec des hommes. C'est magnifique pour ça l'aïkido. L'aïkido permet tout ce genre de choses. Il n'y a pas de catégorie de poids, il n'y a pas de catégorie d'âge ni quoi que ce soit. Tout le monde peut pratiquer avec tout le monde. Et c'est ce que j'aime moi dans cette pratique. Alors, est-ce que tu voudrais parler d'autres maîtres? Bon, on sait bien que Maître Tamura, c'était Maître Tamura et c'était le responsable. Donc, je pense que tu pourrais même expliquer un peu comment le mouvement il a débuté. Donc, le grand créateur, j'aimerais que tu parles un peu du grand créateur de l'aïkido, juste un tout petit peu. Et après, pourquoi Maître Tamura il est venu en Europe? Quel est le fait que fasse qu'il vienne en Europe? Mais déjà, il y a eu le maître fondateur, c'est-à-dire Ushiba, qui dans sa vie vraiment a développé un potentiel qui a exploré beaucoup d'arts martiaux différents. Au Japon, aussi bien les anciens arts martiaux qui concernent les armes, le sabre, la lance, etc., mais qui a aussi étudié d'autres arts martiaux également, même en Chine, pendant la guerre de Chine par le Japon. Et voilà quoi, il a en même temps beaucoup pratiqué justement en Chine aussi des formes de Qigong, d'autres formules. Et cet homme a réussi à faire quand même une synthèse de plusieurs arts martiaux, mais surtout des armes, pour vraiment en arriver à en faire une pratique à main nue qui sort complètement de la technique du sabre et de la lance. C'est assez impressionnant d'ailleurs, puisqu'on retrouve les mêmes morceaux, les mêmes fondements. On peut expliquer justement avec un sabre un mouvement d'aïkido et ensuite le faire à main nue. On va retrouver exactement les mêmes choses, les mêmes déplacements, les mêmes mouvements. Et lui, il avait étudié tout ça. Et pour en faire vraiment cet art martial qui est quelque chose de sublime, c'est-à-dire qui était quand même fondé pour justement en faire une œuvre de paix, pour préserver l'autre. En aïkido, s'il devait y avoir combat, le but n'est pas d'éliminer l'autre, de le tuer, mais de le préserver quelque part, c'est-à-dire de le mettre un peu hors de combat, mais de le préserver. Maître Ushiba avait quand même connu la guerre, etc. Et je pense qu'il en avait assez souffert. Il avait vu assez de drames un peu partout. Et il avait décidé justement de faire de cet art martial un art de paix, oui. Et donc, à un moment donné, il avait ses élèves au Japon et il a décidé d'envoyer ses élèves dans un pays différent. C'est bien ça? Eh bien, quelqu'un comme Maître Tamura était rentré dans le fameux dojo de Monsieur Ushiba, de Maître Ushiba, à l'âge de 14 ans, je crois. Et après, il a passé vraiment plus de 20 ans, et même plus, de pratique avec lui. Et un jour, il a décidé il a dit, mais maintenant, toi, tu vas partir pour l'Europe et tu vas être un de mes élèves qui va être chargé de l'enseignement en Europe de l'aïkido. Il y en a eu d'autres aussi, il y a eu quelques autres. Mais en France, Maître Tamura était vraiment un des grands initiateurs de l'aïkido. Alors, est-ce que tu as d'autres maîtres qui t'ont marqué dans tes stages, que tu aimerais faire l'honneur de parler? Il y a quelqu'un qui était qui est toujours d'ailleurs, qui vient des États-Unis, qui est Maître Yamada aussi, qui avait fait un stage un jour à Toulouse et c'était fantastique aussi.
toujours qui était un élève direct de Maître Ushiba, mais qui a développé aussi sa façon d'appréhender l'aïkido. C'était presque une autre forme. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus rond, qui se déplaçait beaucoup plus, etc. Mais c'était très joli à voir. Après, j'ai d'autres références aussi, comme Maître Sao Tomé, que j'aime beaucoup, que j'ai jamais vu un stage de lui, mais j'ai vu plusieurs petits films, aussi bien sur Internet qu'ailleurs, et c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est vraiment chaque élève de Ushiba après a développé un peu son style, mais les fondements sont toujours les mêmes. La forme est peut-être un peu différente, mais les fondements sont toujours les mêmes. Après, chacun, il va mettre son empreinte. Mais tout à fait. Je pense que même chacun de nous, chaque pratiquant va mettre son empreinte. Nous n'avons pas tous le même physique, donc il y a des personnes qui peuvent être corpulentes, d'autres grandes, d'autres petits, d'autres très musclés, d'autres non, d'autres très fins. Donc chacun va développer dans son corps peut-être un aïkido légèrement différent. Je te connais bien, Elder, tu n'as pas le même aïkido dans le club que d'autres, quoi. Tu fais toi-même avec ton corps, avec un centrage assez bas, etc., qui n'est pas tout à fait le même qu'aïkido, que Laurent, ou que Patrick, ou chacun va développer un peu, quelque part, oui, au bout d'un moment, son propre aïkido. Mais les fondements seront toujours les mêmes. Alors, avant qu'on oublie, comme on est en antenne, quelqu'un veut participer, découvrir l'aïkido, en tout cas à Lozerte, quels sont les jours que tu proposes des cours à Lozerte, Gilles? Alors, nous avons les cours à Lozerte le lundi et le mercredi. Donc, le lundi soir, c'est à 7h30, il y a juste le cours adulte. Et le cours dure environ 1h30. Nous avons juste si on peut appeler ça, le petit désagrément de mettre les tapis en place et de ranger les tapis ensuite, puisque ce n'est pas un dojo fixe. Nous disposons gratuitement de la salle des fêtes de la ville de Lozerte. Donc c'est le seul petit désagrément. Donc nous arrivons toujours un petit quart d'heure à l'avance pour mettre les tapis. Ensuite on les range. Et nous avons également le mercredi soir. Donc le mercredi soir, il y a 2 cours. Il y a d'abord le cours enfant. D'ailleurs nous prenons les enfants à partir de l'âge à peu près de 7 ans. Et le cours enfant démarre de 6h30 jusqu'à 7h30 le soir. Et ensuite, le cours adulte démarre de 7h30 jusqu'à 9h15 à peu près. Et nous avons une autre session également le vendredi soir pour les pratiquants un peu plus avancés qui sont susceptibles de passer un grade à la fin de l'année ou l'année d'après, etc., quoi. Donc là, on fait un travail un peu plus dynamique, un peu plus un travail de préparation au grade où là, il y a vraiment une grosse dynamique sur le tapis, quoi. Alors, si je pourrais te poser des questions intimes au sujet de l'aïkido, comment pourrais-tu résumer en quelques mots ce que l'aïkido t'a apporté dans ta vie? L'aïkido m'a apporté énormément. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré l'aïkido il y a maintenant une vingtaine d'années, je pourrais dire que j'étais dans une phase où je n'allais pas très bien. Donc j'avais vécu aussi une séparation, etc. Et j'avoue quand même que j'avais de grandes difficultés dans la vie. Et je pense que ça a été une très très bonne chose que je rencontre justement l'aïkido, qui m'a énormément aidé, qui m'a permis quelque part de me recentrer, quelque part aussi de reprendre confiance en soi et de repartir et quelque part de découvrir justement, comme je disais tout à l'heure, les choses qu'on ne connaît pas en soi, qu'on n'a pas encore su exploiter. C'est-à-dire la confiance en soi, d'autres choses qui permettent d'avancer. Et je pense que l'aïkido, justement, peut combattre les choses, peut combattre l'échec en quelque sorte. Il y a des gens qui peuvent éprouver dans la vie des difficultés. L'aïkido, je pense, peut permettre à affronter ce genre de difficultés, comme moi, il me semble que j'ai pu les affronter. Et maintenant, pour moi, la vie est un cadeau. Et j'aime la vie et je dis vraiment merci à cette discipline. Quelque part, je pourrais dire, quand même, il faut peut-être pas trop exagérer, qu'elle m'a sauvé la vie, mais il y a un petit quelque chose de ça quand même. Et à part ça, on sait que c'est une art martiale qui est aussi basée sur des étirements, un travail au niveau de la manutention de tout ce que c'est les articulations du corps. Donc il y a déjà un bien-être physique que ça apporte. Ah bien sûr, puisque tout cours d'aïkido commence par une phase de préparation. On chauffe toutes les parties du corps
Vraiment, on fait des étirements, mais il y a d'abord un travail aussi sur la respiration. Hein. On retrouve la respiration zen que vous pouvez retrouver au yoga ou pratiquement dans tous les arts martiaux. Mais on commence d'abord par mettre en place cette respiration à partir de plusieurs mouvements de respiration tranquille, calme. On commence à travailler déjà sur le calme du corps. Et ensuite, on commence à préparer le corps justement à cette discipline. C'est-à-dire, on commence à faire des mouvements qui sont toujours en rapport avec l'aïkido. Donc, des mouvements ronds, des mouvements respiratoires, etc. Des étirements au sol. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les ukemi, qu'on pourrait appeler roulades. Mais on se prépare aussi vraiment aux roulades, etc., aux ukemi pour se chauffer, pour que le corps soit prêt. Alors ça, c'est la partie corporelle. Après, tu parles assez souvent dans les cours de ce côté énergie, que pour la plupart, comme elle est invisible, je pense que les gens, ils ont du mal à comprendre. Est-ce que tu pourrais juste aider un peu? Je sais bien qu'avec des mots, c'est très difficile, mais c'est quoi cette énergie qu'on travaille à l'aïkido? L'énergie, de toute façon, il n'y a pas d'aïkido sans respiration. Il n'y a pas d'aïkido non plus sans respiration. Il y a toujours une phase d'aspiration, d'inspire et d'expire. Il y a toujours une phase où on capte l'autre quelque part, où on le fait rentrer dans une certaine roue. Il y a une phase où l'inspiration est très importante. Et après, il y a vraiment l'autre phase où on lâche carrément ce qu'on appelle l'énergie qu'on a emmagasiné. On a emmagasiné du ki au niveau de ce qu'on appelle le sekatanden. Alors le sekatanden, qu'est-ce que c'est? C'est une poche fictive qui existe un peu sous le nombril, etc., où vous le retrouverez, c'est pareil, dans toutes les formes de yoga, de karaté, de judo, etc. Tout le monde étudie cette forme de respiration dans les arts martiaux et cette concentration d'énergie, mais elle ne peut venir qu'à partir d'une certaine respiration. Il y a une façon de respirer, d'accumuler l'énergie pour la relâcher ensuite. Ce qui fait que ça peut paraître des fois incroyable, mais il peut sortir une très grande énergie de l'aïkido. Quand on voyait justement Maître Tamura pratiquer, de voir ce petit bonhomme qui arrivait à faire voler pratiquement à 3-4 mètres quelqu'un comme ça, dans une certaine décharge du ki, de l'énergie, c'était vraiment très 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 impressionnant, quoi. Ce n'est plus une question de physique, mais comment expliquer ça? C'est assez dur, c'est pas spécialement non plus spirituel, mais c'est dû quand même, il y a toujours un rapport par rapport à l'univers, les forces de l'univers. C'est-à-dire arriver à capter ces forces de l'univers, les emmagasiner et s'en servir. Et c'est assez dur à expliquer. Après, c'est hautement philosophique et c'est très aussi asiatique. Hein. Ça vient beaucoup des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme le Japon, etc., qui ont expérimenté bien avant nous ce genre d'énergie. Mais comment l'expliquer au juste derrière un micro, c'est assez difficile. Oui, je pense que même devant le micro, ça doit être pas facile. Mais c'est peut-être la même chose qu'essayer d'expliquer l'électricité. On aura du mal à expliquer l'électricité. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est basée sur un pôle positif et un pôle négatif. Alors l'énergie du corps, le ki que tu parles, c'est un peu le même principe quand on parle. C'est un peu le même principe. Hein. Je pense que oui. Nous sommes à peu près. Je ne sais pas si on peut comparer le ki de l'aïkido des arts martiaux à l'électricité, mais oui, il doit certainement y avoir de toute façon une question de polarité entre l'univers, la Terre, etc. Il y a toujours un échange entre un monde qui est le nôtre et l'univers, l'autre côté. Il y a un échange d'énergie. Et vous pouvez vous retrouver au milieu de cet échange d'énergie grâce à une certaine respiration. La terre et le ciel. Oui. Donc c'est bien les mouvements basés sur cette dynamique, mouvements qui réunissent toujours une harmonisation entre la terre et le ciel. De tes élèves à Lozerte, je sais bien que tu n'as pas de préférences d'élèves, mais dans les cours, je fais un peu le rôle de l'avocat, du diable presque. Je vois que tu aimes vraiment tes élèves. Qu'est-ce que tu aimerais le jour que tu ne sois plus là? Parce que bon, c'est une chose qu'on a tous, c'est certain pour tout le monde, c'est qu'un jour on va quitter notre corps et on va quitter la planète. Donc tu as eu beaucoup d'élèves. Qu'est-ce que tu aimerais que tes élèves
ils se souviennent de toi? Mais déjà, la transmission. Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est que, voilà, qu'il y ait forcément une relève derrière. C'est-à-dire que c'est le plaisir, c'est déjà d'amener certains élèves justement, ce qu'on appelle jusqu'au shodan, la ceinture noire. Ce n'est pas un but, hein, attention, puisque il y a beaucoup de gens qui se figurent, ça y est, je suis ceinture noire, je suis un caïd. Non, il faut se dire qu'à l'aïkido, quand on est ceinture noire, on est simplement un débutant. Moi, je ne suis que deuxième dan, je suis un grand débutant. Je me considère comme tel. Quand je vais dans un stage, je me sens vraiment débutant quand je fais un stage avec un sixième ou un septième dan. Ce n'est pas une finalité d'être ceinture noire premier dan ou deuxième dan, ce n'est rien. Ce n'est rien dans la vie. Mais c'est déjà un but pour celui qui commence l'aïkido. Le jour où il arrive, par exemple, le premier dan, il est quand même heureux. C'est un passage. Je pense que c'est un passage, c'est déjà un premier pas. Et c'est un pas qui est très important pour continuer ensuite. Et moi, ce que j'aimerais, après mon départ de cette terre, ou pour une raison quelconque, si je devais arrêter l'aïkido, bien sûr, c'est qu'il y ait une certaine relève, quoi. Je n'en doute pas d'ailleurs, il y aura toujours quelqu'un derrière pour reprendre le flambeau et continuer, pour que notre petit club de Lozerte continue à vivre. Et voilà, mais à chaque fois, pour moi, le plus grand plaisir, c'est justement amener ces élèves qui évoluent déjà vers le shodan, vers la première étape, et de voir ces élèves qui continuent et après qui sont en route pour essayer de passer le deuxième et pourquoi pas le troisième, le quatrième. Donc, si je peux résumer, une chose qui te motive, c'est le sens de continuité. Oui. Donc, c'est ça un de tes grands désirs, c'est que les choses puissent avoir une continuité. Pour toi, est-ce que quand tu te regardes sur le tatami et qu'il y a tous les pratiquants, qu'est-ce que tu aimerais que les gens soient d'abord conscients quand ils rentrent dans le tatami? Quel est pour toi le premier prérequis quand on rentre, quand on va rentrer dans cette pratique? Ah, c'est là qu'intervient le mot qu'on pourrait qualifier d'étiquette. Donc il y a une certaine éthique quand même. On ne rentre pas sur un tapis comme pour tous les arts martiaux d'ailleurs, c'est la même chose. Mais il y a quand même une certaine tenue à avoir et de pas faire n'importe quoi, etc. C'est-à-dire bien ranger ses sandales, rentrer, saluer, se mettre en sesa, c'est-à-dire à genoux, attendre que le cours démarre, etc. dans le silence et le temps que le professeur rentre, mettre en place le salut et après on peut commencer le cours, la préparation, etc. Mais il y a quand même, oui, cette importance de l'étiquette, du respect du lieu. Du respect du lieu, du dojo, et le respect aussi de la personne qui a fondé, bien sûr, l'aïkido. Donc vous avez toujours derrière le professeur un portrait qui est celui du maître fondateur, à qui on doit quand même le respect. Mais ça, vous le retrouverez pareil dans les arts martiaux, dans le judo, dans le karaté. Il y a toujours ce qu'on appelle le kamisa, et le salut au kamisa, qui est le premier des respects déjà en montant sur le tapis, c'est de respecter la pratique. Sinon, c'est vraiment très japonais aussi. Mais c'est peut-être grâce à ça qu'une discipline peut perdurer aussi. S'il n'y a pas cette étiquette, après on peut vite tomber dans le n'importe quoi et dans le mélange des choses. Après il y a plus de respect, etc. Et tout le monde. S'il y a plus de respect du lieu, je pense que la pratique est en perdition. Il y a un certain un code d'honneur aussi qu'il faut respecter. Alors on parle aujourd'hui beaucoup de mindfulness, de cette capacité d'être présent. Alors l'aïkido, c'est à la base déjà une grande invitation à être présent dans l'instant présent. Donc elle invite ses élèves, ses pratiquants, dès qu'ils arrivent, à être présents, à lâcher prise de sa vie quotidienne, de ses problèmes, de ses situations, et d'être vraiment dans l'instant présent. C'est bien ça, Mais tout à fait. Ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Hein. Chacun peut arriver avec ses petits ennuis et des trucs comme ça. Des fois, on peut avoir des ennuis familiaux, des petits ennuis, des petits tracas en tout genre. C'est pas toujours facile au départ, quand on débute, d'oublier tout ça, quoi, d'arriver à faire le vide. De se concentrer sur sa respiration, etc. Oui, et vivre l'instant présent, comme tu dis. C'est ce qu'on appelle être ici et maintenant.
Voilà. Au bout de la préparation, maintenant, on peut se dire, maintenant, je suis ici, prêt et maintenant. Et c'est-à-dire qu'on est prêt à la pratique. Et on ne pense plus à autre chose. On est dans la pratique. Et attentif à ce que montre le professeur, attentif aux autres, attentif à ce qui se passe autour de nous, etc. Ne pas chuter sur un voisin, ne pas... c'est-à-dire d'avoir une vue d'ensemble un peu sur ce qui se passe au niveau du tapis, sur le dojo, pour ne pas que personne se blesse ou d'autres choses comme ça. Faut vivre l'instant présent, tout à fait. Sur le tapis, c'est le plus important. C'est le travail avec l'autre aussi. Je ne suis pas en train de regarder ce qui se passe à côté. Je travaille avec mon partenaire et c'est tout. Et j'essaye de trouver avec mon partenaire une certaine roue, un certain mouvement. Eh bien, si mon partenaire débute, eh bien, je vais essayer de le guider. Si mon partenaire a à peu près le même niveau que moi, eh bien, on en profite justement pour développer quelque chose où on peut y aller, où on peut envoyer, quoi. Là, ça devient intéressant. Et là, on peut pratiquer avec le sourire parce qu'on finit par y prendre du bonheur. C'est tout un bonheur quand vous avez l'occasion comme ça sur un tapis de pouvoir voler et chacun à votre tour entre vous et votre partenaire et vous relever à chaque fois avec le sourire et repartir à l'attaque et repartir avec le sourire. Une fois qu'on se salue, on se regarde avec les yeux et les yeux sourient. C'est très important. J'étais un peu absorbé pour tes mots, donc j'étais en train de voyager. Donc pourtant l'aïkido, il apporte ce bienfait, il apporte cette aide à devenir de plus en plus présent dans la pratique et après dans sa vie quotidienne, parce que bon, c'est le grand but. Alors Gilles, depuis que tu es enseignant, est-ce que tu as eu un moment où tu as envie de arrêter, de dire non, je n'enseigne plus? Non, jamais. Jamais. Et pourtant, tu en as eu des moments où le défi, il était... Il peut y avoir des moments de doute. Parce que vous pouvez avoir un doute. Vous avez beau enseigner, ça n'empêche pas d'avoir le doute, évidemment. Et j'ai vu des fois faire des stages où j'avais le doute et m'apercevoir d'un seul coup que sur un mouvement, etc., que je n'avais pas compris comment ça se passait avant. En fait, je n'avais rien compris. Donc vous devez en permanence vous remettre en cause. Vous aussi, en tant qu'enseignant. Si vous vous remettez pas en cause, ça veut dire que j'ai tout compris, donc j'ai tout assimilé. Donc ça veut dire à ce moment-là que vous n'avez absolument rien compris. Celui qui n'a pas de doute n'a rien compris. L'aïkido, c'est ça, c'est celui qui ne se remet pas en cause en permanence, même un très haut gradé, même un 6e dan se remet en doute un jour, face à quelqu'un qui est beaucoup plus haut que lui, qui lui montre que non, c'est pas ça. Et le 6e dan, à son tour, peut avoir des doutes. C'est celui qui ne doute pas en aïkido, s'il n'a pas de doute, ça veut dire qu'il a tout compris, donc il n'a absolument rien compris. Et c'est une bonne conclusion. C'est une fois de plus une question de ego. On pourrait presque dire comme ça. Tout à fait, oui, oui. Mais justement, l'aïkido, c'est vraiment le travail de l'ego. C'est vraiment une pratique où l'ego, il faut le laisser à son garage, quoi. C'est pas du style, attends, je vais te montrer, tu vas voir, moi je sais parce que je suis tel grade, etc. Non, là mais on en voit pourtant dans certains stages, on en voit des gens, malheureusement, qui ne manquent pas d'ego. Et c'est assez désopilant, ouais, de voir le monsieur, je sais tout, qui arrive et qui veut vous montrer comme ça. Bon, celui-là, il faut qu'il fasse autre chose, à mon avis, quoi. Ou alors, il y a encore de nombreuses années pour essayer d'obtenir un petit peu plus de modestie. Parce que je pense que le but, il est là, quoi. On n'est pas plus balèze ou plus fort que les autres. On est au même point. On est des êtres humains et c'est tout. On n'est pas là pour être plus fort que les autres. À la limite, le but, c'est plutôt d'emmener les autres vers quelque chose de positif. Qui ne soit pas je suis plus fort que toi et voilà, je vais t'écraser. La vie, ce n'est pas ça. On vit dans un monde qui est déjà tellement violent, on voit de la violence en permanence autour de nous pour avoir affaire à ça en plus. Attends, je vais te montrer, toi tu sais rien, moi je sais. Non, l'aïkido c'est pas ça. C'est aller vers quelque chose de la paix tout simplement, quoi. Qu'on vive en paix les uns les autres, hein, sans histoire de racisme et d'autres conneries comme on en voit tous les jours. Donc voilà, on n'est pas là pour écraser l'autre ni pour quoi que ce soit, mais justement pour combattre toutes ces idées qui sont des parasites, je dirais, de la vie, les empêcheurs de vivre, etc. Donc pour moi, l'aïkido permet justement la communication,
voilà, la communion avec les autres et d'être curieux de qui est l'autre. Et non pas de dire celui-là, et voilà, il a une drôle de tête, c'est qui? Non, c'est pas ça. Faut ouvrir l'esprit un peu et avoir un certain esprit de communication avec tout le monde. Il y a pas de rebut dans la vie, il y a pas de déchets, ça n'existe pas. Si on permet ça, ça veut dire qu'on n'a rien compris encore une fois à la vie. Donc il faut prendre tout le monde en considération. Il ne doit pas y avoir de laisser pour compte dans la vie. Donc et je pense que l'aïkido est une bonne école aussi pour ça. Et les maîtres les plus importants de l'aïkido, je pense, ont dispatché un peu un enseignement dans ce sens aussi. C'est voilà, il y a personne à laisser pour compte. Donc il y a personne qui est plus fort que l'autre, ça n'existe pas. Et pour bien lier le sujet, donc en tout cas dans le 82, pour celui qui veut découvrir la pratique de l'aïkido, vous avez Lozerte, Moissac et Montauban. Vous avez Montauban, également un club à Caussade aussi. Caussade. Et je salue d'ailleurs mon ami Laurent de Caussade, qui est professeur là-bas. Et vous avez un autre club aussi à Saint-Antonin-d'Obleval. Voilà. Après, oui, ce sont les 5 clubs qu'il y a actuellement dans le département. Alors, c'est une question qui m'a pas toujours, mais depuis un moment, j'ai eu envie de trouver une réponse, pas forcément parce que c'est quelque chose d'inquiétant, mais est-ce que tu sais que dans le monde, le 2e pays où il y a plus de pratiquants d'aïkido après le Japon, c'est la France? Bien sûr. Et est-ce que toi, en tant qu'enseignant, en tant que Français, tu sais pourquoi la France, elle a tellement de pratiquants d'aïkido? Parce que c'est une chose merveilleuse. Regarde, un simple département comme le 82, il y a au moins 5 écoles d'aïkido. C'est énorme. Quel est le fait qui est derrière cette motivation pour avoir autant d'offres, autant de possibilités de pratiquer l'aïkido? Je pense aussi qu'il y a peut-être une corrélation avec le judo à l'époque, où également la France était aussi un très grand pays de judo. Mais il y a également des pratiquants de judo qui sont arrivés aussi du Japon ou d'autres pays, ou des pratiquants de judo qui sont allés au Japon, qui sont revenus aussi, qui ont découvert quelque part l'aïkido, qui à leur tour ont ramené aussi l'aïkido en France. Il y a beaucoup de maîtres français d'aïkido qui ont pratiqué le judo avant, et c'est peut-être par cette voie-là aussi que l'aïkido est arrivé quelque part, à mon avis. En tout cas, c'est vraiment merveilleux. Si on voyage, en tout cas dans l'Europe, l'aïkido, il est beaucoup connu, mais en France, c'est incroyable. On ne peut pas dire qu'on ne pratique, qu'on ne découvre pas l'aïkido, parce qu'il y en a pas dans la proximité un club ou une association. Il y en a. Et donc, toi, tu connais, en tout cas dans le Midi-Pyrénées, tu connais pratiquement tout le monde. C'est des années et des années de pratique et des stages et de convivialité. Alors, il nous reste plus qu'à remercier les auditeurs et les auditrices qui ont été à l'écoute de cette émission et à les inviter une fois de plus à découvrir cette art martiale merveilleuse qui peut apporter, moi, ce que j'ai entendu, et toi, tu en as entendu beaucoup plus, des gens qui, avant de pratiquer l'aïkido, ils avaient mal au dos, ils avaient des problèmes au niveau de la circulation. Donc il y a tellement de choses que l'aïkido il apporte, la confiance en soi, le centrage de l'esprit, l'estime de soi. C'est quand même remarquable que les gens, quelque temps après avoir débuté la pratique de l'aïkido, ils arrivent à s'aimer un peu plus. Donc ça va jusque-là. Moi je me pose la question, qu'est-ce que l'aïkido il a de spécial qui apporte autant aux gens? Donc comme je n'ai pas les réponses, ce qu'on vous laisse, c'est l'invitation à le découvrir vous-même. Vous en avez pas mal d'endroits où y aller. Alors, j'allais dire, vous, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et vous pouvez les poser les questions, en tout cas par mail, le mail de Radio Doc. Vous pouvez aller sur le site de la radio www.radiodoc.org et vous pouvez poser votre question. Et les membres de la radio, ils s'en chargeront de passer la question, soit à Gilles Gueguin en tant qu'enseignant d'aïkido, soit à d'autres enseignants. Gilles, comme ça, pour finir notre émission, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter? On a déjà beaucoup parlé, on a beaucoup dit, on a fait le tour, on a parlé de ton expérience qui est assez large.
Justement, Maître Shiba, qui a mis au point l'aïkido, a dit il faut travailler dans la joie. Alors, moi je dirais, plus on sera de fous, plus on rira. Alors, je t'ai pas posé la question d'1 million de dollars. C'est qu'est-ce que ça veut dire Aikido? Parce que c'est un mot japonais qui est divisé en 3 sigles. Aikido, c'est... Il y a 3 symboles dedans, c'est la voie de l'énergie. Ça veut dire la voie de l'énergie. Oui. La voie de la concordance de l'énergie. Alors, vous allez sur Saint Google et vous trouvez les réponses faciles. Mais c'est cette énergie, cette harmonie. Donc, c'est ça le but de l'aïkido. C'est de la concordance, l'harmonie, une voie où les êtres humains ils puissent se comprendre et s'aider mutuellement. Donc, on voit même quand on pratique qu'on n'est jamais avec un adversaire, on est toujours avec un partenaire. Et c'est le partenaire qui nous permet de nous placer, de trouver notre place. J'ai l'impression que Poupa allait poser une question. Non, pas de question. Alors moi, j'ai une dernière question. Aujourd'hui, après 20 ans de pratique, quelle est ta grande motivation? J'imagine qu'elle n'est plus la même quand tu as débuté. Donc aujourd'hui, pour ceux qui nous entendent et qui ont entendu un peu ton histoire, donc tu travailles tous les jours et tu travailles, donc c'est un travail assez physique. Quand tu arrives à la fin de la journée vers 6h30, 7h, 3 fois par semaine, tu donnes de ton temps bénévolement pour enseigner les autres. Donc il faut quand même avoir une sacrée motivation pendant au moins 10 mois à l'année, être disponible 3 fois par semaine pendant 2 heures pour enseigner les autres. Quelle est ta grande motivation quand tu vas donner tes cours? Eh bien, ce que ça m'amène le plus, c'est vrai que je fais un travail assez physique puisque je travaille dans le milieu de la maçonnerie, ce qui n'est pas un boulot de tout repos. Mais souvent, je suis très fatigué quand j'ai fini une journée. Je repars, des fois, je soupire un peu, je me poserais bien des fois dans le petit canapé, tranquillement essoufflé. Mais je repars quand même et je suis content de repartir. Mais le plus dingue, c'est quand nous avons terminé un cours d'aïkido, moi je me sens en pleine forme. C'est-à-dire que ma fatigue est partie. Et c'est ça qui me motive aussi. Et j'espère que ça va me motiver encore longtemps. Si je pouvais pratiquer encore 30 ans, je serais content, mais j'en demande peut-être pas tant, mais pratiquer des fois peut-être plus, mais il y en a qui ne peuvent plus spécialement pratiquer, mais qui continuent à enseigner quand même, avec ceux qui peuvent enseigner. Mais moi, mon souhait, c'est de pouvoir pratiquer encore le plus longtemps possible dans la vie, quoi. C'est quelque chose qui est devenu pour moi, je dirais, presque vital. Alors tu as comprouvé que même au bout d'une journée de travail, quand on a l'impression qu'on est fatigué et qu'on n'a pas envie de faire d'autres choses, effectivement, tu as comprouvé que en pratiquant l'aïkido, tu te sens mieux à la fin. Même si entre ce moment de transition entre la journée de travail et le début de la séance, le mental, il essaye de dire que ça serait mieux d'aller s'asseoir dans le canapé, regarder la télé. Mais toi, tu as comprouvé pendant des années que en allant pratiquant l'aïkido, après, effectivement, tu te sens mieux et le lendemain, la journée, elle prend une autre ampleur. Je crois que ça permet de chasser totalement, pas totalement, mais ça permet de chasser vraiment la fatigue accumulée dans la journée, les petits stress de la journée, parce qu'il y en a toujours quelques-uns, hein. Ça peut être, vous avez traversé un embouteillage, quelque chose comme ça, des fois ça vous speed un peu, mais voilà, l'aïkido permet de relâcher tout ça, et c'est quelque chose, oui, qui arrive à vous défatiguer complètement. Moi, je sais qu'à chaque fois que je ressors d'une séance d'aïkido, je suis défatigué, je suis apaisé de quelque chose. À chaque fois, c'est un relâchement, voilà, on retrouve une respiration cohérente, un rythme cardiaque cohérent, on retrouve les idées claires, etc. Et on est bien, on est tranquille. Après, on peut rentrer chez soi, apaisé, on passe une bonne nuit généralement, et voilà. Après, bien sûr, avoir passé un petit moment avec les amis. On partage toujours ce petit moment, par exemple, au Club de Lozerte. Ça peut durer 3/4 d'heure, ça peut durer 1 heure, où on reste un moment, discuter tous ensemble, et ça permet de beaucoup mieux se connaître, et c'est très enrichissant. Toujours cette idée de partage. Oui, de partage, oui. Ça, c'est vraiment très important, et je vois que, en tant qu'enseignant,
tu as vraiment ce sens d'imprimer ça dans ton groupe, le partage, l'intérêt d'entre les gens, s'aider mutuellement, parce qu'il y en a des jours qu'il y en a certains qui sont plus fatigués, que le moral il est pas assez fort. Donc cette philosophie derrière la pratique de ton Aikido, je pense que tous tes élèves, ils le reconnaissent, ils te remercient. Moi, je ne peux que te remercier pour avoir accepté notre invitation, te remercier pour être toujours vrai. Gilles, tu es toujours toi-même, tu es toujours quelqu'un de vrai. On peut t'aimer ou détester, mais c'est très difficile qu'on reste à la moitié. Tu es quelqu'un de très entier. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, Elder. C'était vraiment un plaisir. Et pour moi, une grande première, hein, parce que je fais mon petit début à la radio. Mais c'était un grand plaisir de faire ma première, justement, avec toi, mon cher Elder. Merci, merci Poupa, chères auditrices, chers auditeurs. Sans oublier, bien sûr, Poupa. On se donne rendez-vous et je vous dis à très bientôt et soyez vous-même. Merci d'être là. Au revoir. Merci beaucoup.